maintenant, nous allons entendre Monsieur Didier Francfort, qui lui va nous parler des répertoires dans les anciens blocs de l'Est, ou en tout cas dans le bloc soviétique et d'Europe centrale et d'orientale. Oui, merci. L'expérience de participer à ce programme ANR Globamus a pour moi, historien, été quelque chose de tout à fait singulier et intéressant qui m'a beaucoup apporté parce que il est difficile de travailler sur quelque chose d'aussi récent. Hein. On est dans l'histoire immédiate et donc il y a eu une sorte d'ajustement nécessaire dont je ressors tout à fait enrichi. Et c'est sur ce enrichissement que je voudrais insister, hein, sur ce que ce programme, la réalisation de ce programme apporte, je pense, à de grandes orientations d'histoire culturelle. Alors je m'étais inscrit dans ce programme en me spécialisant dans une aire géographique qui était celle, vous l'avez souligné, des anciens pays du bloc soviétique, en essayant de réfléchir à l'articulation qui pouvait être faite entre le phénomène mondial de globalisation dans lequel s'inscrivait le programme et puis le phénomène plus singulier, plus limité, de l'effondrement de ce qu'on peut appeler, pour simplifier les choses, le mur du son, c'est-à-dire l'équivalent musical de ce qui était l'impossibilité d'échanger librement les idées, les hommes, de faire circuler à la fois les produits musicaux et puis en même temps les gens qui produisaient ces produits musicaux. Bon, voilà l'hypothèse de départ, c'est qu'il pouvait y avoir un phénomène, j'anticipe un petit peu sur ce que je veux dire, mais peu importe, un phénomène d'accélération de la globalisation musicale qui correspondait à quelque chose qui est un phénomène de rattrapage nécessaire après des années d'autarcie, de fermeture, de limitation des échanges. Bon, c'était le point de départ de cette recherche, c'était la façon dans laquelle je m'étais au départ inscrit, et peu à peu, les choses ont évolué. Elles ont évolué d'abord parce que je me suis rattaché au groupe qui réfléchissait à l'objet singulier qu'est le tango, en m'intéressant à la circulation du tango dans des pays comme la Turquie, qui est dans une situation différente, ou la Russie post-soviétique. Ensuite, parce que je crois qu'un des grands apports, pour moi, historien, de ce programme, est de cesser de penser en termes d'acculturation bipolarisée, en termes d'études simplement bilatérales, ce qui met en évidence le fait qu'il est surprenant pour un historien de voir que la globalisation n'est pas une simple américanisation. Ça peut sembler une évidence pour les gens qui font de l'ethnomusicologie. Pour les historiens, c'est peut-être moins évident. En tout cas, je ressors de ce programme avec la certitude de ne pas avoir affaire à une simple variation de l'américanisation qui a été décrite comme un phénomène simple d'acculturation. Et pour moi, c'est un apport important. On sort des relations bilatérales. Deuxième apport qui me semble important pour l'histoire culturelle, elle porte sur la nécessité de penser la phase actuelle de la globalisation par rapport à des phases précédentes de globalisation qui peuvent par moments rejouer. Alors, est-ce qu'il y a une, deux ou trois globalisations? La question est ouverte, on ne va pas y répondre tout de suite. Il est clair que le travail que j'ai mis en évidence, que j'ai pu rencontrer dans le terrain de l'Europe centrale et orientale, met en évidence qu'il y a, dès avant la Première Guerre mondiale, un phénomène de mondialisation qui est présent, qui est à l'œuvre. Est-ce que la Première Guerre mondiale provoque, avec l'entrée en guerre des États-Unis, une deuxième mondialisation? On peut longuement en discuter. En tout cas, il est clair que la phase actuelle, deuxième ou troisième mondialisation, fait rejouer un certain nombre de références, de pratiques, d'imaginaires qui étaient présents et qui avaient été en partie occultés au moment du bloc soviétique. Il est évident qu'aujourd'hui, des phénomènes comme les liens privilégiés qui existent entre la Pologne et les États-Unis, entre les pays tchèques et les États-Unis, qui ont été mis de côté pendant un certain temps, pendant l'époque communiste, ressurgissent et font donc apparaître des liens entre la deuxième ou la troisième globalisation et les premières phases de globalisation. Autre point qui me semble important, dans la redéfinition des espaces géographiques qui font que dans l'espace que j'avais prévu au départ strictement post-soviétique, j'ai dû ajouter un certain nombre de pays qui sont dans des situations différentes. J'ai travaillé sur la Turquie, qui ne sont pas directement dans le bloc
ou au contraire, hein, qui étaient au premier poste face au bloc, ou bien qui sont dans des situations périphériques par rapport à une définition traditionnelle de l'Europe. Je pense à un pays comme l'Azerbaïdjan, par exemple, hein, sur lequel j'ai un petit peu travaillé. Bon, l'idée, c'est que les pratiques musicales liées à ce contexte de globalisation mettent en évidence un phénomène de redéfinition des espaces culturels qui s'est passé pendant le laps de temps de la recherche elle-même. Quand on a commencé le programme Globamus, il était encore question de donner une sorte de spécificité aux anciens pays. Alors, intéressant, on parlait d'Europe de l'Est, on n'en parle plus. On parlait, par moments, on a voulu inventer cette notion assez bizarre de PECO, pays d'Europe centrale et orientale, il n'en est plus question. Et ces recompositions territoriales me semblent liées aux pratiques culturelles et particulièrement aux pratiques musicales qui ont contribué à redéfinir des régions. Donc dans cette réflexion sur les ex-pays, ex-socialistes, ex-Yougoslavie, on n'arrête pas de parler d'ex, hein, il y a cette diversité dans la situation des anciens régimes, mais il y a aussi ce phénomène de redéfinition de l'espace post-soviétique où on abandonne la notion de PECO pendant les 4 ans de la réalisation du programme, où les phénomènes de migration réapparaissent avec la réapparition de ce qu'on pourrait presque appeler des fantômes. Alors voilà l'exemple de documents qui me semble résumer les apports que le programme a permis de retirer dans ma démarche d'historien. Voici une carte tirée du site du groupe Gypsy Punk new-yorkais Gogol Bordello, hein, qui est une carte de la recomposition de l'espace centre et est européen. Là, on voit que maintenant, Varsovie est quelque part entre New York et Dallas. Bon, cette carte correspond au résultat de ma recherche, hein. Une nouvelle géographie largement redéfinie par les pratiques musicales et aussi par la remise en évidence de phénomènes anciens de migration qui vont puiser du côté des représentations soviétiques, les uniformes, les instruments, mais aussi dans les représentations de tout ce qui pouvait être contestataire. Dans cette redéfinition de l'espace, les populations minoritaires sont largement représentées. Et puis apparaissent des termes nouveaux. Il n'y a plus d'Europe centrale, il n'y a plus d'Europe orientale, il n'y a plus de PECO, mais il y a les Balkans. La catégorie musique balkanique a vraiment, à ce moment-là, été une réalité au moins commerciale, hein, puisqu'on va puiser des images dans Berlin des années 20 pour définir ce que sont devenus les Balkans. Cette définition des Balkans, je n'insiste pas, hein, est largement devenue générique pour remplacer les anciens. Alors voilà, hein, une définition des Balkans qui pose les questions évidemment des limites, hein, puisque là, par exemple, on ne voit pas de drapeau grec, hein, ce qui me semblerait parfois réactiver un petit peu l'ancien rideau de fer. Mais en même temps, les imaginaires nationaux, les pratiques nationalistes qui font que telle danse est affectée, hein, d'un fort marquage nationaliste refleurissent évidemment dans cette après, avec ce retour de fantômes, de figures qu'on croyait disparues. Par exemple, en Roumanie, le chanteur de tango Cristian Vasile, qui était un opposant au communisme qui, depuis New York, nourrissait la propagande anticommuniste, réapparaît et est réédité fréquemment. On trouve à peu près tous ces disques. Ça fonctionne aussi pour les musiques savantes, avec, par exemple, le phénomène du retour de Raphaël Kubelik en République tchèque, après avoir juré ne jamais remettre les pieds dans les pays dominés par les communistes. Il est revenu à la fin de sa vie. Il est enterré dans le Panthéon national à côté de grandes figures de la culture tchèque. Bon, l'émigration redevient une part de l'imaginaire dans un phénomène de reconstruction. Donc l'hypothèse de départ de rattrapage dans une Europe post-communiste est limitée par le fait qu'il y a eu peu de phénomènes d'adaptation à strictement les lois du marché, sauf par exemple le succès du groupe Ozone qui fait que toute l'Europe ou le monde ont appris que la Moldavie existait.
pendant un bref laps de temps. Le pays n'existait que parce qu'il y avait ce groupe. Et puis des phénomènes de nostalgie, dont il faudra peut-être reparler dans le cadre d'un autre programme qui pourrait poursuivre celui-ci, qui fait qu'on va rechercher d'anciens films qui sont par exemple recolorisés comme celui-ci, une des premières comédies musicales soviétiques recolorisées. Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон, когда влюблен. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждет. И каждый вечер сразу станет удивительно хорош. И ты поешь, ах, сердце, тебе не хочется покоя. Bon, je ne veux pas épuiser tout mon temps. Hein. J'assiste sur la musique de Dounaïevski, qui était mort au début des années 50 dans des conditions tragiques, réalisation d'Alexandrov, qui avait été prendre des leçons de comédie musicale dans les années 30 à Hollywood, qui avait rencontré avec Eisenstein Walt Disney, qui avait pris la leçon d'Hollywood. On avait un peu oublié ça, et la recolorisation me semble une des façons de faire jouer la nostalgie. De même qu'il y a réapparition des folklores, et la nostalgie, et c'est peut-être un des points qui m'ont surpris, prend indistinctement l'Empire ottoman, l'Empire de l'époque tsariste, et ce qu'on peut appeler l'Empire soviétique pour simplifier. Dans une sorte d'imaginaire indistinct d'un passé auquel on fait d'autant plus appel qu'on est en pleine période de reconfiguration géographique. Merci de votre attention.